Je suis arrivée dans des conférences. Alors les conférences, c'est marrant parce qu'il y a vraiment 0 femmes dans des conférences métiers où les gens, les partenaires, les gens qu'on croisait m'ignoraient ou me parlaient d'une manière hyper condescendante. Et puis quand un de mes collègues me présentait en disant que j'étais directrice de la sûreté en France, en une fois on les voyait se décomposer parce qu'ils se rendaient compte que zut, en fait c'était une femme mais il fallait quand même bien lui parler. Donc ça bon, je le prenais quand même avec pas mal de recul. Je pense que j'ai eu une expérience effectivement où j'étais souvent la seule femme dans un monde d'hommes. Donc j'ai toujours pris pas mal de recul sur ces sujets. Maintenant, je me dis peut-être un peu trop. Parce qu'il faut aussi s'indigner un peu plus, peut-être. Mais effectivement, un monde d'hommes, moi je pense que arriver à quand même faire bouger les choses, à être quand même prise au sérieux, ça passe au début par faire semblant d'y croire soi-même, faire semblant d'avoir cette légitimité, d'avoir cette assurance, jusqu'à ce que ça vienne tout seul. Il faudra commencer à changer la représentation du pouvoir. Donc quitter un pouvoir centralisé vers une image de pouvoir distribuer, pouvoir partager, pouvoir influer, le pouvoir d'entraider. Le pouvoir pour moi c'est l'engagement. C'est de travailler autour du pouvoir pour, plutôt que de travailler sur des envies de pouvoir sur. Pour moi c'est d'avoir une influence en fait sur le cours des choses qui arrivent. C'est la capacité à faire, c'est la liberté qu'on se donne d'agir, de réfléchir, de sortir du cadre, de se lancer. Est-ce que l'objectif parfois c'est de ne pas exercer de pouvoir mais de mettre en lumière ceux des autres ? Bonjour Céline, ravie de vous avoir. Alors, vous faites partie des 30% de diplômés d'école d'ingénieur, puisque vous avez suivi votre cursus à Centrale Supélec. Vous avez poursuivi à Princeton dans la recherche en donnant des cours, pour vous rendre compte que la recherche, ce n'était pas pour vous, avec une envie d'aller plutôt dans l'énergie dite verte, et une expérience de développement en France et en Afrique. Puis vous avez repris un MBA à l'INSEAD, et ensuite vous êtes rentrée chez Siemens dans leur programme CEO, où vous devenez au bout de 2 ans directrice sécurité, ce qui, à nouveau, vous éloigne des énergies renouvelables. Vous êtes aujourd'hui co-directrice d'Octopus Énergie France, anciennement Plume Énergie, qui est un service d'énergie dite renouvelable qui va de la production aux consommatrices. Vous êtes arrivée en tant que directrice du B2B en 2020 et en 2022, alors que vous étiez en congé maternité, on vous a proposé de devenir co-directrice. Cela fait maintenant donc 2 ans que vous êtes à la tête de la branche française de l'entreprise avec un des fondateurs de Plume Énergie. En préparant cet épisode, nous avons abordé le sujet de l'habitude d'être potentiellement la seule femme à qui un homme va parler de la journée, que ce soit dans les études ou au travail. Dans cette saison, je souhaite aborder la thématique des environnements de confiance dans lesquels il est possible de s'épanouir tant pour les hommes que pour les femmes. Nous allons donc tirer le fil et partager votre vision du leadership dans un monde d'ingénieurs et sa mise en œuvre dans vos différentes expériences. Mais tout d'abord, que pensez-vous du mot pouvoir ? Alors on commence fort, parce que c'est pas une question facile. Je pense que le mot pouvoir, ça peut faire un peu peur, parce que ça renvoie à une idée de hiérarchie, d'autoritarisme, qui sont des choses que j'aime pas du tout d'ailleurs. Mais c'est aussi la liberté, quand on a du pouvoir sur notre environnement, sur ce qui se passe, etc. On a de la liberté. Moi, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi d'avoir... c'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas l'autoritarisme, je pense, mais c'est d'avoir de l'autonomie, d'avoir la liberté de pouvoir avoir de l'impact, de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, tant que c'est utile aux autres. Pourquoi vous l'avez d'abord associé à l'autoritarisme, du coup ? Parce que je pense que j'ai cette peur des ordres, d'un monde trop autoritaire, trop militaire. Et c'est quelque chose qui va tout de suite me faire réagir d'une manière assez négative. Donc je fuis beaucoup. Vous avez fait des études d'ingénieur dans un monde plutôt, donc ingénieur plutôt homme. Alors c'est pas Polytechnique que vous avez fait, vous avez dit je fuis les ordres, mais Centrale, on est quand même sur quelque chose de très carré, très cohérent. Et aussi très, alors un peu comme les médecins, avides d'autorité. Quand on est ingénieur, parce qu'on sait. Et ça, vous le viviez comment du coup ? Alors moi, je suis d'accord avec le côté carré et je suis quelqu'un qui aime bien l'organisation, le côté carré, etc. C'est ce qui me permet d'avoir confiance en moi et d'être rassurée au jour le jour parce que tout était bien organisé. Donc je sais que j'ai fait ce que je devais faire, que j'ai pris le temps de me concentrer sur les choses importantes. Par contre, je pense que c'est important de pouvoir faire appel à d'autres pour confronter ses décisions, pour apprendre à grandir, surtout quand on est plus jeune et qu'on sort d'école justement, pour avoir d'autres opinions, pour pas devoir prendre toutes les décisions soi-même quand on ne sait encore rien. Mais je ne dirais pas qu'on est nécessairement, parce qu'on est ingénieur, avide d'avoir quelqu'un qui prend la décision pour nous, entre guillemets. Oui, parce que je l'ai vu plusieurs fois dans le monde de l'industrie où justement il y avait autorité d'ingénieur. C'est-à-dire que comme c'est les sachants, c'est pour ça que je faisais la comparaison avec le médecin, il y avait ce rapport d'autorité, mais vous, ce que vous dites, c'est non, il faut le co-construire, quoi. Parce qu'en fait, il y a toujours cette opposition ingénieur-personne de terrain.
un peu basique. Oui, qui est assez triste d'ailleurs, parce que souvent, c'est la personne de terrain qui est le plus au courant de ce qui se passe, qui est proche du client, qui est proche des gens qu'on essaye de servir dans les entreprises. Oui, ça c'est quelque chose qu'à mon avis, il faut complètement déconstruire. Je pense qu'il faut garder l'importance dans notre société à la parole d'experts. Dans une société des réseaux sociaux, ça se perd un peu parfois et on met au même niveau des experts et des non-experts sur des sujets parfois techniques. Mais ça n'empêche que dans une entreprise, la personne la plus importante, c'est celle qui fait le travail, qui est au contact du client. Et c'est la personne qu'il faut écouter. Et je pense qu'on va parler un peu de management et de leadership plus tard, mais pour moi, c'est important en tant que qu'on soit l'ingénieur derrière ou le manager ou le responsable, d'être au service de cette personne-là. Vous avez fait un programme CEO justement, parce qu'on parle de leadership. Vous avez fait un programme CEO dans une entreprise, donc Siemens, qui est plutôt très ingénieur. Vous l'avez fait en 2017. Avec quoi vous êtes reparti de positif? Avec quoi vous vous êtes dit c'est pas du tout moi, quoi? Alors, le principe du programme, c'était de justement changer les choses dans une entreprise où 75% des gens n'ont jamais été dans une autre entreprise. Donc, où les traditions sont très ancrées, les habitudes sont très ancrées. Et donc, ça, c'est quand même assez chouette d'arriver avec cette légitimité, finalement, de pouvoir essayer de faire bouger les choses. Et ça m'a permis de découvrir le monde d'une grande entreprise, parce qu'avant ça, dans mes expériences précédentes, je n'avais été que dans des petites structures. Et donc de voir comment ça s'organise, de découvrir ce que c'est de la politique interne, de découvrir comment est-ce qu'on fait fonctionner les rouages d'une entreprise qui avait 150 000 personnes, je pense à l'époque, peut-être plus. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça m'a permis aussi, d'un point de vue très personnel, de découvrir un peu tous les métiers qui existent, parce que l'entreprise est tellement grande qu'au moins dans l'énergie, il n'y avait pas de métier qui n'était pas représenté. Et donc de se dire, ok, en fait, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui me tente et qu'est-ce qui me tente pas. Après, c'est vrai que venir faire bouger les choses dans une entreprise aussi grande, aussi industrielle, aussi historique, c'est quand même compliqué. On a un peu l'impression de pousser derrière un éléphant. Et ça peut être assez frustrant. Les sujets de politique interne, etc., sont, à mon avis, inévitables dès qu'une structure grossit. Mais il faut que ça reste minimisé au maximum. On est là à la fin pour aider des clients à être heureux, idéalement. Et donc, tout ce qui est interne, ça doit être minimisé parce que c'est du temps perdu, en fait. Oui, mais du coup, ça s'est passé comment? Enfin, ça a pu être minimisé ou pas? Non, mais du coup, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en essayant. J'ai pu le faire aussi à mon échelle. J'ai pu essayer d'embarquer les autres là-dedans. Après, c'est clair qu'au niveau de l'échelle de l'entreprise, c'est pas possible que moi-même, toute seule, j'ai un impact à ce point-là. Mais ça m'a appris à vivre avec ça, en fait. Et du coup, je me pose la question, parce que j'ai très souvent vu dans des entreprises, quand il y a une nouvelle personne qui arrive, qui est justement censée amener le changement, rapidement, les anciens lui disent « détends-toi ». Ici, ça fonctionne comme ça. Sauf que vous, on vous a prise pour ça, mis dans un programme pour ça, avec l'idée de faire changer. Mais est-ce qu'on vous a prévenu aussi? Enfin, comment ça s'est passé finalement, cette ambivalence dans votre parcours? De à la fois dire vous amenez le changement et en même temps attention, ici c'est comme ça. La manière dont c'est fait était assez intelligente, c'est que le programme était, c'est pour ça qu'il s'appelait CEO Programme, il était sponsorisé par le PDG de l'entreprise. Okay. Et du coup, ça nous donnait une certaine légitimité dans des entreprises qui sont assez historiques, assez traditionnelles. La légitimité, c'est important. Le chef a dit, c'est important. C'est ce dont on parlait au début. Et donc avoir cette légitimité-là, c'était quand même de casser des barrières, de casser des codes et que les gens ne se sentent pas nécessairement à l'aise pour dire non mais en fait remets-toi à ta place. Même s'il y en a plein qui ont tenté, mais on avait de quoi répondre puisqu'on faisait partie de ce programme et que ce programme nous donnait cette légitimité-là justement. Ouais, c'est hyper important ce que vous dites. Tout changement, si on n'a pas la légitimité au plus haut, quel que soit le type d'entreprise, surtout les plus anciennes, c'est impossible en fait. C'est clair. Vous avez du coup fini à la sécurité, donc très loin des énergies renouvelables. Je ne sais pas comment ça s'est amené que vous avez fini là, parce que c'était pas votre idée d'origine. Sécurité, par contre, très masculine pour le coup, j'imagine. Et en termes de légitimité, comment ça s'est passé du coup? Oui, effectivement, je suis tombée là vraiment par hasard et c'est aussi pour ça que je suis partie parce que je voulais retourner dans les énergies. Oui, très masculine et très sexiste aussi, on peut le dire. Je suis arrivée dans des conférences. Alors les conférences, c'est marrant parce qu'il y a vraiment zéro femme dans des conférences métiers où les gens, les partenaires, les gens qu'on croisait m'ignoraient ou me parlaient d'une manière hyper condescendante. Et puis quand un de mes collègues me présentait en disant que j'étais directrice de la sûreté en France, en une fois, on les voyait se décomposer parce qu'ils se rendaient compte que zut, en fait, c'était une femme, mais il fallait quand même bien lui parler. Donc ça, bon, je le prenais quand même avec pas mal de recul. Je pense que j'ai eu une expérience effectivement où j'étais souvent la seule femme dans un monde d'hommes. Donc j'ai toujours pris pas mal de recul sur ces sujets. Maintenant, je me dis peut-être un peu trop. Parce qu'il faut aussi s'indigner un peu plus, peut-être. Mais effectivement, un monde d'hommes, moi je pense que arriver à quand même faire bouger les choses, à être quand même prise au sérieux, ça passe au début par faire semblant d'y croire soi-même, faire semblant d'avoir cette légitimité, d'avoir cette assurance.
jusqu'à ce que ça vienne tout seul. Est-ce que du coup, vous avez fait semblant au début ? Dans tous les rôles que j'ai pris dans toute ma carrière, au tout début, on n'est pas sûr de soi. On arrive dans un environnement qu'on ne connaît pas, avec des collègues qu'on ne connaît pas, sur des postes où on n'a clairement pas encore l'expertise. Donc au début, il faut faire semblant. Après, le faire semblant, il est à double jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens qui faisaient tellement semblant qu'ils finissaient par y croire. C'est-à-dire que du coup, là, on est dans un ego et là, du coup, on revient dans l'autoritarisme dont on a parlé il y a 5 minutes, quoi. Oui, là, je pense que c'est faire semblant, mais tout en n'ayant tellement pas confiance en soi qu'on essaye de compenser. Non, moi, c'est faire semblant tout en sachant très bien ce qu'on fait. Mais déjà, pour rassurer les gens qui travaillent avec nous, nos équipes particulièrement, etc., qu'ils peuvent compter sur nous, qu'on est là. Et quand je dis faire semblant, c'est pas faire semblant de savoir ou faire semblant de connaître. Parce que ça, je pense qu'il faut toujours être très clair sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Sinon, on risque de mettre en péril les décisions qu'on prend. Mais c'est faire semblant d'avoir confiance en soi, le temps que ça vienne. Évidemment, il ne faut jamais que ça devienne de l'arrogance. Mais je pense que l'arrogance, c'est justement quand les gens n'ont pas confiance en eux. Je suis assez d'accord. Comment on fait alors pour faire semblant d'avoir confiance en soi ? C'est le ton de voix, c'est le sourire, c'est justement montrer cette vulnérabilité qu'on peut avoir de pas tout connaître, de pas tout savoir, mais rester patient, rester serein, rester positif. Et justement, s'interdire d'aller dans des retranchements qui seraient autoritaristes. Par exemple, avec une équipe, et j'ai eu ça quand je suis arrivée dans mon entreprise actuelle, je suis arrivée dans une équipe qui était hyper compétente, hyper experte, et on peut avoir une envie, une tendance de les forcer à nous utiliser. De leur dire, non, tu dois me faire du reporting, tu dois passer par moi pour prendre des décisions. Parce qu'au début, ils n'ont pas besoin de vous, donc ils passent pas par vous, quoi. Et en fait, moi, ce que je me dis toujours dans ces cas-là, c'est il faut être patiente. Et si on est utile dans notre poste, si on devient utile dans notre poste, ils finiront par voir qu'on est utile et nous utiliser. S'ils nous utilisent pas, c'est à nous de nous remettre en question. C'est pas à eux d'aller les embêter pour qu'ils nous utilisent. Oui, après... C'est marrant ce que vous me dites quand même, parce que je pense que vous avez 100% raison. C'est-à-dire que les personnes qui sont juste dans l'autorité, il y a vraiment une question d'utilité à se poser. Maintenant, je sais pas, on est entre femmes, on peut pas vraiment savoir, mais je me pose la question de l'invisibilité des femmes. C'est-à-dire que, est-ce que du coup, on n'a pas besoin de plus d'être patient, d'être présente pour finalement vienne nous parler, là où un nouveau chef, moi j'ai vu des gens aller failloter directement. Enfin, j'utilise le mot failloter, c'est un peu fort, mais aller bien présenter ce qu'ils font, etc. Je vois que ça vous parle. Oui, non, mais c'est clair que malgré tout, malgré le fait que la société évolue, on n'a pas tout déconstruit. Ça, c'est clair et net. Et on peut pas se permettre d'avoir, quand on est une femme ou un homme au même poste, on peut pas se permettre d'avoir les mêmes attitudes. On n'est pas attendu sur les mêmes réactions. Et malheureusement, en tant que femme, on doit faire avec. On doit un peu faire avec. Alors, clairement, il faut essayer de faire changer les choses. C'est ce que je disais, il faut quand même un peu s'indigner. Il faut réagir quand on voit des situations, particulièrement là où on peut agir, quand on est dans des postes de direction. On voit des situations qui ne conviennent pas, mais une femme qui s'énerve tout de suite, une femme qui prend un rôle autoritaire tout de suite, c'est sûr que ça passe pas, alors qu'un homme, ça passe généralement sans aucun souci. À quel moment on gagne cette confiance en soi alors ? À quel moment on fait de semblant à dire maintenant je fais plus semblant, c'est bon ? Je pense qu'il faut les quelques mois de bien comprendre les enjeux de son poste, de gagner un peu de l'expertise. Et pour moi, le moment où on prend vraiment cette confiance en soi, c'est justement quand l'équipe qu'on manage vient nous demander de les aider, vient nous utiliser. Une fois qu'on devient vraiment utile à son équipe, là, on a confiance en soi parce qu'on sait pourquoi on est là et on sait qu'on apporte quelque chose à quelqu'un, quoi. Je trouve ça hyper intéressant de vraiment remettre l'équipe au centre. C'est-à-dire que finalement, on pourrait se dire quand les chefs sont contents de nous. Mais pas du tout, en fait. C'est quand l'équipe vient nous voir. Bah oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Pour moi, c'est important de renverser un peu cette tendance hiérarchique et de se dire, la personne qui est la plus proche du client, son rôle, c'est d'avoir un client heureux. Et nous, en plus, on est une entreprise sociale et solidaire, donc c'est un client heureux dans un environnement aussi heureux, dans une société la meilleure possible. Donc, on va aussi regarder l'impact, évidemment, à nos clients, mais aussi l'impact qu'on peut avoir sur la société en général. Donc ça, c'est les gens qui sont le plus proches du terrain, le plus proches des clients. Et après, on va avoir des équipes transverses ou des managers. Leur rôle, c'est de faciliter la vie de cette personne-là, parce que elle, son but, c'est de faciliter la vie du client et de la société. Et donc, le rôle du manager, de ce manager-là, c'est encore plus ça. Et donc, chaque personne doit se dire, comment est-ce que je me mets au service des autres pour qu'à la fin, on ait des clients satisfaits, une société plus juste, plus équitable. Pour moi, ça doit être vraiment ça qu'on doit se poser comme question en tant que manager. Comment vous trouvez ce passage, en fait, de monter d'un cran à chaque fois ? Je m'explique, c'est-à-dire que finalement, comme vous le dites, le final, c'est le client ou le consommateur. Mais finalement, plus on monte des échelons, plus on est loin. Et plus on doit être utile à une personne qui elle-même doit être utile à quelqu'un, qui doit être utile à quelqu'un. Pour vous, comment ça s'est passé finalement de monter ces échelons et de prendre de plus en plus de recul vis-à-vis du client ? Oui, c'est une question hyper importante. Et ça dépend un peu des entreprises. Dans les entreprises plus traditionnelles, on va vraiment avoir ce recul et du coup perdre un peu le sens aussi de son travail. Et ça, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Et ça revient à ce sujet de politique interne dont on parlait au début, où finalement, on passe
90% de son temps à gérer des sujets d'ego, de politique interne, d'obstacles qu'on se met les uns les autres sans vraiment savoir pourquoi, sans doute pour avancer un peu sa carrière personnelle. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, ne me convenait pas du tout. Dans l'entreprise où je suis actuellement, justement, on essaye de trouver plein de petits moyens. On ne peut pas avoir un grand moyen, mais plein de petits moyens de garder cette proximité du client. Déjà, entre autres, de ne pas mettre plein de niveaux hiérarchiques qui sont inutiles. Par exemple, chaque semaine, toute la direction répond à des emails des clients directement. Ah, génial. Et quand je réponds à un email d'un client, je signe Céline. Je ne mets pas Céline, directrice générale, je mets juste merci, bonne journée Céline. Et donc, ça permet de garder cette proximité-là aussi, de continuer à aller parler aux équipes un maximum et justement aux gens qui sont proches des terrains, continuer à aller avec eux, voir des clients. Enfin, c'est garder plein de petites choses comme ça. Mais je pense que vraiment, ce petit lien, par exemple, juste de répondre à des mails clients, ça nous remène dans cette mentalité-là à chaque fois. Vous faites ça quoi, 2 heures par semaine? Un peu moins, je dirais 1 heure par semaine. C'est pas mal, hein? Ouais. Donc, quand vous faites ça, vous allez avec les équipes réponse client ou vous faites ça tranquillement depuis votre ordinateur Je fais ça depuis mon ordinateur, tranquillement, je dirais pas, parce que j'ai toujours 55 000 questions. Donc après, je vais embêter le service client en leur demandant tiens, au fait, sur tel truc, j'ai pas trouvé le bon endroit où remplir tel machin. Mais nous, on a un service client qui est complètement internalisé, donc il suffit que je change de bureau pour aller les voir et leur poser la question. Et puis après, ils ont fait un espèce de super Wikipédia interne où on a toutes les infos, etc. Donc, ah oui, donc ça met vachement en valeur, du coup, votre service client. C'est normal, c'est le cœur de notre société, c'est notre service client. Enfin, c'est eux qui répondent aux clients. Nous, on a un service client, 100% des gens du service client, c'est des cadres. Ils n'ont pas de script. Ils sont vraiment là pour répondre aux clients et les rendre les plus satisfaits possible. Et c'est le cœur de notre entreprise, le service client. Non, mais c'est un parti pris super fort, parce qu'on le voit, hein, pour tous ceux qui ont les services clients de leur opérateur téléphonique ou Internet, bon, moi j'ai vu dans beaucoup d'entreprises que le service client, quand il y a une transformation, c'est les derniers informés, et du coup, limite, ils sont informés par leurs clients au téléphone. Et du coup, ils doivent gérer ça, alors qu'ils n'ont pas du tout été mis dans la boucle, donc là, pour le coup, vous êtes vraiment un parti pris inverse. J'imagine que toute transfo, du coup, commence limite par votre service client. Oui, tout à fait. Et c'est eux qui nous remontent les bugs, qui nous remontent ce qui ne fonctionne pas. C'est les premiers retours qu'on prend pour changer la plateforme. Techniquement, par exemple, ça va être ceux du service client. Et effectivement, c'est aussi parce que chaque personne dans une entreprise est en fait avant tout un consommateur, une consommatrice, et qu'on a tous ces expériences pourries. Et qu'il faut aussi se dire, en tant que consommatrice, qu'est-ce que j'aime pas, et se dire qu'est-ce que j'aime et comment est-ce que je peux rendre ça encore 1000 fois meilleur pour que l'expérience client elle soit incroyable. Nous, notre but, c'est que l'expérience client elle soit incroyable. Et que donc un client, il se dise mais j'adore cette entreprise parce que ce qui est important pour les gens, ce qui est normal, c'est qu'on les respecte. En fait, c'est très bête, mais et pour qu'on respecte nos clients, il faut qu'on ait un service client incroyable. Et nous, notre service client, il est incroyable parce que déjà, on a recruté des gens incroyables et qu'en plus, on est là pour être à leur service. Non, mais vous avez vraiment retourné, du coup, cette logique d'expertise dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a toujours une expertise, c'est pas le débat, mais par contre, on commence par le client, on retourne un peu dans... Alors, les entreprises libérées, non, c'est pas ça que j'avais en tête, mais la culture Opale de Frédéric Laloux, je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est un peu la logique de dire les décisions, finalement, sont prises au niveau des plus proches du client. Alors, quand on parle de décisions, c'est pas forcément budgétaire, mais en tout cas, les grands sujets qu'on va mener dans l'entreprise, ça vient finalement du service client. C'est ça, et de tous les gens qui sont en relation avec les clients. On a aussi maintenant développé un service d'installation des panneaux solaires chez les clients. Et on a tout internalisé parce qu'il n'y a rien de plus insupportable. Et vous l'avez, je suis sûre, déjà fait l'expérience une fois, d'appeler une entreprise en tant que consommateur ou consommatrice et qu'ils vous disent « Ah non, mais ça, c'est pas moi, c'est mon sous-traitant ». C'est insupportable. Ça m'est pas arrivé. Ah ouais? Si, à part si, pour l'électricité, vous allez me dire. Pour Enedis, si. Ça, pour le coup, pour l'électricité, ça nous arrive. Enedis, on n'a pas le choix, c'est service public. Mais non, celle-là, je l'ai pas eu encore. Parce que moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'acheter des meubles, on appelle, il n'y a pas eu de livraison, ils nous disent « Ah bah non, mais c'est pas moi, c'est mon sous-traitant ». On a une installation, chez nous, on a installé un escalier parce qu'on est en duplex. Et ça marchait pas, il n'y avait pas de rambarde. Enfin, et on pouvait pas l'utiliser, l'escalier, ce qui est toujours embêtant. Et c'est pas eux, c'est leur service client. Et ça, c'est insupportable, ce genre de retour, parce qu'on est là, oui, mais moi, je ne parle pas à votre service client, donc c'est pas mon sujet. Et donc, c'est ça qu'on veut faire aussi chez nous, c'est de tout internaliser pour que le client, il n'ait pas ce genre d'expérience vraiment pourrie qu'on a tous connu. On a tellement connu qu'on est habitué et qu'on oublie qu'on a ce genre d'expérience. Non, vous avez raison, je pense que pour les meubles, ça m'est arrivé, en effet. Oui, forcément. Pour revenir aussi au fait que vous êtes très centré client et vous dites les employés sont aussi les premiers consommateurs et consommatrices, ils ont 10% du capital, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc, pour l'ensemble du groupe, tout le monde, en arrivant chez Octopus Énergie, reçoit des options qu'il peut exercer petit à petit. Et donc,
tous les employés, quels qu'ils soient, à n'importe quel poste, ont des options et donc ont une partie du capital et tous ensemble, on a 10%. Ce qui renverse un peu la logique de pouvoir aussi, puisque du coup, l'entreprise appartient à tout le monde, entre guillemets. Enfin, à hauteur de 10%, mais oui, ça appartient à tout le monde. C'est ça, et ça donne envie à tous aussi d'accélérer notre mission qui est d'accélérer la transition énergétique, de faire les choses au mieux. Ça nous donne aussi ce sentiment d'appartenance qui est important, je pense. Surtout quand c'est une entreprise comme la nôtre qui est sociale et solidaire, qui a des valeurs, etc. Quand on peut avoir ce sentiment d'appartenance, c'est encore plus important, on en est encore plus fiers. Et donc, je trouve que c'est important. Ouais. Pour revenir, donc on refait la transition entre Siemens et Octopus. Siemens, du coup, vous disiez, c'était pas forcément évident d'être la femme en sécurité, même si vous n'êtes pas vraiment indigné puisque vous avez fait avec. Je me suis demandé s'il y avait un accompagnement RH d'ailleurs sur ce sujet-là ou pas du tout à l'époque. On parle de 2017, ce qui n'était pas forcément hyper courant. Non, il n'y avait pas nécessairement d'accompagnement RH là-dessus. Je pense que dans des sociétés un peu traditionnelles quand même si je sais que chez Siemens, il y a un mouvement maintenant de femmes, il y a un mouvement d'accompagnement là-dessus. Dans les cas spécifiques, c'était un peu à chaque femme aussi, si elle arrive à ce genre de poste, qui est plutôt rare quand même dans cette entreprise-là, qui est une entreprise aussi allemande, qui est une entreprise de Bavière. En Bavière, c'est très rare pour les femmes de travailler, d'avoir des enfants. Okay. Donc on a comme cette culture-là qui est imprégnée dans l'entreprise. Donc c'est un peu aux femmes de se débrouiller, parce que si on arrivait jusque-là, c'est qu'elles arrivent à se débrouiller. Donc elles n'ont pas vraiment besoin d'aide. J'adore. Ok, ça en dit long du coup. Et après, vous êtes allée chez Octopus, et là, pour le coup, comment vous êtes sentie ? Très bien. Octopus, c'est une entreprise où on met ces sujets-là vraiment au cœur aussi de beaucoup de choses qu'on fait. Les sujets d'égalité entre les genres, entre n'importe quel sujet d'inégalité qu'on pourrait voir, particulièrement dans le monde de l'entreprise. Et du coup, on en parlait beaucoup, surtout avant, on était plus petits. Quand je suis arrivée, on n'était même pas 40. Et donc, on se connaissait tous. Et donc, il y avait un channel où on parlait sur la messagerie, un channel qui s'appelle Égalité, qui existe toujours, mais qui est moins vivant maintenant. Parce qu'en fait, quand on était 40, tous les jours, il y avait des débats là-dessus. Tous les jours, il y avait des gens qui postaient des articles, etc. Ce qui est un peu dommage maintenant avec la croissance, c'est que les gens se connaissent moins. Je pense qu'ils osent moins débattre, surtout par écrit. Et donc, on en parle un peu moins par écrit. Mais ça fait partie de nos valeurs de base. Chez Octopus, j'ai très rarement eu ce sentiment qu'il y avait une énorme différence, ou en tout cas qu'il y avait un plafond de verre, ou qu'il y avait... que les femmes seraient traitées différemment des hommes, que n'importe qui d'ailleurs serait traité différemment par rapport à son genre. Même si, il ne faut pas se le cacher, on a tous à l'intérieur de nous des habitudes, des réflexes, etc. Et même chez Octopus, j'ai bien vu que certaines attitudes seraient moins bien prises de la part d'une femme que d'un homme, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut encore arriver à déconstruire. Et c'est normal. Mais au jour le jour, c'est quelque chose que je ne ressens pas, parce que ce que je ressens, justement, c'est tellement de bienveillance et vraiment un désir de la part de tous et toutes de s'améliorer sur ces sujets-là. Du coup, vous avez dû jouer la carte de « j'essaie de me faire confiance et puis on verra ». Oui, bien sûr. Toujours. Mais ça, je pense que c'est un conseil pour les hommes et les femmes et tous les genres. Et à chaque prise de poste, ou c'est juste dans votre entreprise ? À chaque prise de poste, oui. Ok. Vous êtes co-dirigeante depuis 2 ans maintenant, c'est ça ? C'est ça. Donc avec un des fondateurs de Plume. Comment ça se passe, la co-direction ? Parce que c'est pas forcément évident. C'est très chouette, en fait. Donc, on a un des fondateurs qui est président, un des fondateurs qui est parti dans d'autres responsabilités dans le groupe, et l'un des fondateurs qui est co-directeur avec moi. Et en fait, c'est très chouette parce que moi, ce que j'avais eu comme expérience dans mes postes précédents, c'était que très vite, on se sent assez seul dans des postes de management et puis de responsable, etc. On se sent assez seul. On a d'autres gens qui ont des postes similaires dans l'entreprise, mais c'est pas les mêmes. Et puis, parfois, ils ont des enjeux qui viennent un peu... en contradiction avec les nôtres, en tout cas en termes de priorisation au sein de l'entreprise, etc. Donc c'est des collègues, mais c'est aussi parfois un peu des rivaux. Et donc on se sent assez vite seul dans ses problématiques, seul dans son poste. Et là, en devenant co-directrice générale, j'ai de nouveau eu, ce que j'avais pas eu depuis très longtemps, des pairs. Et donc des gens avec qui je peux parler de tout et avec qui je peux confronter toute décision que je prends, je peux la confronter et en discuter avec eux. Et en particulier avec mon co-directeur général. Et ça, c'est super chouette. Et c'est rare à ces postes-là. Vous m'aviez dit, on vous a demandé de prendre le poste pendant que vous étiez en congé mat. Oui, ça faisait 3 semaines que j'avais accouché. Quand ils m'ont appelé et qu'ils m'ont demandé si je pouvais, à mon retour, bien sûr, devenir co-directrice générale. Et l'idée, c'était... ils m'ont demandé, avant de m'embêter en congé mat, s'ils pouvaient m'appeler. Et c'était que je puisse y réfléchir tranquillement pour pas que ça arrive comme une surprise au retour et qu'eux puissent commencer à préparer aussi la transition avant que je rentre, qu'ils ne doivent pas attendre 3 mois. Vous y pensiez ? Parce que très souvent, moi, j'entends beaucoup de femmes qui, pendant le congé mat, c'est un peu le moment. Alors, à la fois, c'est tout nouveau, il y a le bébé, mais en même temps, le moment où on se pose des questions professionnelles, sur les suites, etc. Vous vous projetiez, vous, dans cette position de directrice ?
Non, parce que j'étais encore au début de mon congé mat. Donc les premières semaines, j'étais juste en train d'essayer de récupérer, de dormir. Et puis après mon accouchement, j'étais très concentrée sur ma nouvelle vie, le bébé. Et les premières semaines, c'est un vrai tunnel, quoi. Il se passe, on n'a pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit, de prendre du recul. Et donc en fait, l'appel téléphonique est arrivé assez tôt pour que dans la suite de mon congé maternité, effectivement, j'y ai pensé. Et c'était assez chouette parce que du coup, ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps pour prendre ce recul, pour se poser les bonnes questions. Mais j'y pensais pas avant parce que juste, j'étais pas à l'esprit à ça à ce moment-là. Il y a beaucoup de femmes, par contre, qui ont pris aussi des nouveaux postes en temps de congé mat, même si c'est un très beau challenge entre le bébé, le retour de poste, la prise d'un nouveau poste. C'était un peu compliqué. Vous, comment vous l'avez vécu, du coup ? Moi, je l'ai bien vécu. Déjà, dans notre entreprise, on a mis en place un retour progressif. Donc, on n'est pas à temps plein tout de suite, même si on est payé à temps plein tout de suite. Et même si vous êtes directrice ? Même si on est directrice. Au contraire, parce qu'il faut avoir... Maintenant, je suis de nouveau en retour de congé mat, encore une fois. Donc, je ne suis pas encore à temps plein là tout de suite. Et effectivement, j'essaye de me forcer aussi à respecter ça, parce qu'il faut avoir un devoir d'exemplarité. Si on dit à nos salariés et salariés et eux, parce que c'est vrai possible pour les congés deuxième parents, qu'il faut qu'ils reprennent progressivement et que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux, pour leur famille et pour leur bien-être. Il faut aussi montrer le bon exemple, donc je le fais aussi. Donc déjà, ça aide quand même pas mal. Et puis après, je suis dans une entreprise quand même qui est vraiment compréhensive sur ces sujets-là. Et donc, où les gens, même par exemple, là tout de suite, aujourd'hui, mon fils, il est malade, donc il dort pas la nuit. Donc je suis un peu fatiguée. Et les gens comprennent ça quand on dit moi j'ai pas dormi cette nuit, donc c'est pour ça que j'ai des petits yeux et c'est pour ça que là il va falloir que tu me répètes ta phrase parce que j'ai eu une absence pendant 5 minutes. C'est complètement accepté dans notre entreprise parce qu'on est une entreprise bienveillante et parce qu'on sait qu'il y a des sujets personnels aussi qui parfois impactent sur le professionnel. Donc quand j'ai pris ce nouveau poste, en fait c'était un challenge très chouette et finalement à la limite, quitte à changer, autant tout changer en même temps parce que du coup on se lance dans une nouvelle aventure tout de suite, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Je pense que plein de femmes le vivent comme ça et en même temps, ça fait beaucoup de changements en même temps. Oui, je pense qu'il faut être indulgente avec soi-même, particulièrement à ce moment-là. En général, dans la vie, il faut être indulgente avec soi-même. Et ça, je le dis particulièrement aux femmes, parce que je pense qu'on a plus de pression de tous les côtés. Il faut être belle, il faut être mince, il faut être courageuse, il faut pas pleurer. Il faut sourire quand ça va pas. Et puis, il faut aussi quand même avoir maintenant de l'ambition dans sa carrière et travailler et s'occuper des enfants en même temps, etc., etc. Je pense qu'il faut être indulgente avec soi-même. Et je pense qu'on n'a pas déjà le même bébé à la maison, le même soutien de sa partenaire, et qui peut être dans d'autres périodes de sa vie aussi. Il faut être indulgente avec soi-même. Moi, c'était un beau défi. Déjà, j'en avais qu'un à ce moment-là. Je ne vous dirais pas qu'avec 2 enfants maintenant, un changement de poste serait forcément le meilleur moment. Mais à l'époque, j'avais qu'un enfant. J'avais un partenaire qui me soutenait et qui me soutient toujours beaucoup. Et donc, pour moi, c'était le bon moment de prendre ces 2 challenges en même temps. L'enfant et le changement de poste. Mais si certaines femmes ne le sentent pas, il faut surtout pas qu'elles se forcent. Je pense qu'il faut être vraiment indulgente avec soi-même et particulièrement quand on vient d'avoir un enfant. Après, il y a quand même 2 choses dans ce que vous dites en termes de variables. Il y a le fait d'être à l'aise en tant que femme et ne pas se forcer, mais il y a aussi l'environnement. Je pense que là, vous avez un environnement hyper propice, en fait, dans ce que j'entends. C'est clair. Que ce soit personnel ou professionnel, j'étais dans l'environnement parfait. Et c'est pour ça que moi, je pouvais me dire, OK, c'est un challenge excitant, j'y vais. Et c'est pour ça que je dis aux femmes d'être indulgentes avec elles-mêmes, parce qu'elles n'ont peut-être pas cet environnement-là. Et du coup, la société, l'environnement n'est pas indulgent avec nous. Donc il faut qu'au moins nous, on le soit avec nous-mêmes. C'est ça qui est important, je pense. Là, vous avez eu votre premier enfant, vous êtes devenue directrice, vous avez enchaîné avec un 2e enfant, donc ça fait 2 ans que vous êtes en poste. Et ça se passe très bien apparemment. Et là, du coup, vous faites un peu un devoir d'exemplarité. On sent que c'est pas évident, mais vous le tenez. En même temps, ça doit vous faire du bien, surtout s'il dort pas la nuit. Vous seriez senti de faire ça dans une autre entreprise ? Non. Non, pas forcément. Je pense que je l'aurais fait aussi un peu par défi, parce qu'il y a un moment, ça va, quoi. C'est pas aux entreprises de nous empêcher d'être mère, d'avoir aussi un projet personnel. Mais c'est clair que là, j'ai pas dû me poser la question. Et je l'ai même dit à l'embauche quand je suis arrivée, parce que c'était une start-up et qu'on était tout petit à l'époque. J'aurais dit, par contre, j'ai un projet d'enfant, donc si ça vous convient pas, ne me prenez pas. Vous êtes même pas obligé de me dire que c'est pour ça. Mais comme ça, vous êtes prévenus et vous le savez. Et à l'époque, je connaissais pas bien l'entreprise parce que j'étais encore en recrutement, mais ils m'ont prise tout en sachant que j'allais peut-être devenir maman bientôt. Et effectivement, là, j'ai fait 2 enfants en 2 ans de direction générale, mais je me suis jamais posé la question. Je sais très bien que dans les entreprises, des postes que j'ai eu précédemment, je n'étais pas du tout aussi à l'aise là-dessus. Ça, c'est clair. Je trouve ça génial que vous les ayez dit en intro, alors que vous les connaissiez pas, en fait, en plus. Oui. Vous aviez besoin de le dire.
En fait, je me suis dit, de toute façon, j'ai pas envie d'aller dans une entreprise qui me prendrait pas, qui m'embaucherait pas, juste parce que j'ai envie d'avoir un enfant bientôt. Après, je peux entendre sur une start-up qui est toute petite, etc., qui peuvent pas se permettre d'avoir des gens qui partent 4 mois tout de suite. Et donc ça, je peux l'entendre. Donc c'était OK. Mais c'était aussi un peu un test. Alors je pouvais me permettre aussi, j'étais en poste, etc. Donc je pouvais aussi me permettre d'être un peu exigeante sur ce que je cherchais. Et donc c'est aussi, je voyais ce que projetait l'entreprise, mais on sait jamais si ce que l'entreprise projette en recrutement, c'est vraiment ce qu'on va avoir derrière. C'est la même chose dans la vie amoureuse d'ailleurs. Et du coup, je voyais ce qu'elle projetait et c'était aussi une manière un peu, je pense un peu inconsciente à l'époque, mais de tester ça et de me rassurer en me disant, effectivement, on a ce projet d'enfant. Au moins, je dois pas me sentir coupable en arrivant, je dois pas le retarder parce que je me sens coupable parce que je viens d'arriver. Ce qui, en fait, dans les entreprises que j'avais connues auparavant, aurait été le cas. Et donc, en me disant, là, je leur dis direct, je sais que je peux continuer ce projet d'enfant sans devoir arrêter, mettre en pause ou me sentir coupable de le continuer un peu en secret. Non, mais c'est intéressant parce que, alors, je connais pas du tout les stats, mais il y a une discrimination au recrutement des femmes de 30 ans sans enfants. Parce que justement, c'est l'âge où il y a des enfants. Donc la discrimination existe. Je ne sais pas s'il existe des stats parce qu'elles ne sont pas évidentes. Après, moi, j'ai clairement des amis qui ont des chasseurs de tête leur ont dit tu n'as pas eu le poste parce que tu as 30 ans, tu n'as pas d'enfant. Enfin, elles ne l'ont évidemment pas écrit. Oui, j'ai déjà entendu aussi. Voilà, donc c'est une réalité. Donc c'est vrai que tant qu'à faire, autant le poser sur la table, au moins vous le savez. C'est clair. Après, de toute façon, il y a une autre réalité aussi. C'est pour ça que dans cette saison, je veux parler de confiance. C'est que la loi Rexin va obliger, les entreprises doivent recruter des femmes, elles doivent les garder. Donc, l'environnement où une femme se sent à l'aise d'avoir une vie personnelle, c'est quand même assez important. En fait, pour moi, il y a un vrai sujet sur la parentalité parce que c'est au moment où on devient parent souvent que la discrimination se fait. Ou alors, comme vous le disiez, le pire moment, c'est peut-être qu'elle va devenir parent, donc on va faire la discrimination tout de suite, comme ça on est à l'aise. Mais normalement, c'est au moment du congé maternité que la discrimination se voit, en tout cas dans les statistiques. Nous, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est que le congé deuxième parent et le congé mat, elle-même, il est aussi long. Ménagement avant, parce qu'on travaille de moins en moins avant d'arriver en congé. Et on retravaille petit à petit en progression en rentrant. Elle-même pour les deuxièmes parents et pour les mamans couchantes. Et ça nous permet en fait de dire, en fait, il n'y a plus de discrimination parce que j'ai aussi peu, entre guillemets, envie d'embaucher un homme de 30 ans qu'une femme de 30 ans parce que l'impact sera le même s'ils ont un enfant. Et au contraire, on met des crèches d'entreprise en place. On va aussi promouvoir le fait qu'on fait ça pour attirer les trentenaires qui n'ont pas d'enfants et qui ont ce projet. Parce que si c'est des gens hyper compétents, etc., qui s'en aillent 4 mois, ils s'en iront 4 mois. Et puis, s'ils font un deuxième enfant, ils s'en iront encore 4 mois. Mais ça se gère, ça. Alors que ne pas attirer ces gens hyper talentueux, qui ont envie d'un métier avec du sens, qui ont des valeurs, etc., juste parce qu'ils veulent avoir un enfant, c'est quand même hyper triste, quoi. C'est un peu dommage. Après, c'est encore une philosophie, mais c'est un peu dommage. Mais du coup, vous avez plutôt des gens qui restent longtemps, j'imagine. Oui. J'ai pas de stats, très honnêtement. Après, on est encore jeunes. On a 7 ans. Mais moi, je dirais plutôt que les gens restent longtemps. Oui. Comment s'est passée cette transition de 40 à 250 sur toutes ces choses dont vous me parlez? Parce qu'il y avait des fondations assez fortes sur l'égalité au début à 40, ce qui est déjà toujours bien. Mais du coup, là, vous avez grossi. On sait très bien que quand on grossit, on est obligé d'élargir ses critères de recrutement aussi. On peut moins être expert, moins être précis sur les personnes qu'on recrute. On élargit. Alors, en général, on essaie de pas élargir sur les valeurs, mais malheureusement, parfois, ça en fait aussi partie. Donc, comment ça se passe pour vous, pour garder vos valeurs très centrales? Même vous utilisez les mots deuxième parent, maman accouchante, etc. Vous avez quand même un vocabulaire très inclusif, comme on dit aujourd'hui. Comment ça se passe de 40 à 250? C'est pas évident, c'est un vrai défi. Après, on a eu la chance aussi de rejoindre un groupe qui a les mêmes valeurs. Et pour qui c'est hyper important aussi. Donc, on est arrivé dans le même type d'ambiance. Donc, ça, c'était très chouette. En fait, maintenant, on a aussi une équipe, parce qu'on n'avait pas avant de recruteurs internes, qui, eux, vont checker ça à chaque recrutement dès le début. On a des questions types un peu qu'on pose pour voir comment les gens réagissent à des situations typiquement de sexisme ou d'inégalité. Et on va tester un peu toutes ces choses-là dès le début, en fait. Avant même que quelqu'un du métier qui recrute voit la personne, ça aurait déjà été testé par nos recruteuses et nos recruteurs. Mais c'est clair que c'est pas évident. Après, c'est aussi mettre des choses en place. Par exemple, ce mois-ci, c'est le mois des fiertés. On a des employés qui se sont mis ensemble pour créer des événements pendant tout le mois des fiertés. Et ça, c'est des choses qu'il faut encourager. Alors, c'est pas la direction qui le fait, c'est les employés, mais qu'il faut encourager, qu'il faut mettre exactement la bonne ambiance, où il faut pousser ce genre d'initiative pour que, justement, tout le monde comprenne aussi dans quel type d'entreprise ils ou elles sont, et que c'est ça qu'on attend d'eux, et c'est ça nos valeurs, et que si des comportements qui discriminants ne seraient pas acceptés, quoi.
Du coup, si une personne est extrêmement bien qualifiée, a tout le CV qui va bien, mais ne répond pas aux critères RH de sexisme, ouverture, etc., il passe pas la suite. Non, il passe pas la suite. Moi, ça m'est arrivé souvent de ne pas prendre des gens pour des critères comme ça. On ne sépare pas l'homme de l'artiste, du coup, chez vous. Non, en fait, ça, c'est un mirage, ça n'existe pas. Comment vous faites, par contre, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a toujours des questions de sexisme, racisme, parce qu'on l'a en nous. Je veux dire, même nous, là, si on a une conversation ouverte, on est sexiste, on est raciste, on est discriminante. Je le dis ouvertement, comme ça. On l'est pas parce qu'on veut l'être, c'est juste qu'on a été élevé comme ça et on a encore intériorisé des choses et puis c'est comme ça, en fait. Évidemment, dans une entreprise, il y aura toujours des remarques sexistes, déplacées, mal perçues, peu importe. Comment vous gérez ça ? C'est plein, à mon avis, de petits leviers. C'est déjà, effectivement, donc être clair sur... Bon, déjà, les personnes qu'on embauche, on en a parlé. Sur les valeurs qu'on a, les répéter souvent, que ce soit très clair. Par les petits événements qu'on fait aussi. Je parlais du mois des fiertés, mais d'autres événements qui peuvent être comme ça. De se dire, les gens comprennent quand même dans quel type d'entreprise ils sont. Donc, ils vont peut-être moins se sentir libres de se dire tiens, je peux avoir des remarques complètement sexistes et c'est OK. Ce que j'ai déjà eu dans d'autres entreprises, où c'était carrément ouvert, OK, d'être hyper sexiste et personne ne bronchait, quoi. Comme quoi, par exemple ? Connu un homme qui, chaque fois qu'il rentrait dans un bureau d'administration des ventes, donc il se trouve que c'était toutes des femmes, parce que il les insultait. Il les insultait. C'est-à-dire... Et c'était... je vais pas répéter ce qu'il disait. Non, mais enfin, c'était vraiment insultant, quoi, ouais. OK. Quasiment tous les matins, et les gens, il a pas été sanctionné, quoi. Donc, ça donne un peu l'idée. C'est énorme, ça. OK. Où j'ai vu des événements d'entreprise, donc toujours pas dans l'entreprise dans laquelle je suis, dans des postes précédents, dans des entreprises précédentes, des événements d'entreprise. Moi, j'ai eu un événement d'entreprise où mon manager a dû me raccompagner jusqu'à ma chambre pour que j'arrête de me faire embêter par mes collègues. Ah ouais. Heureusement, il était super bienveillant parce que... Oui, heureusement que lui était là. Ouais. Et vous n'avez pas eu les remarques du lendemain matin, soit étant passant, parce que d'être accompagné... Si, vous avez eu quand même... Non, pas là-dessus. Non. Mais il y a eu d'autres sujets, parce que sur la même soirée, l'ARH, qui était responsable de mon équipe, qui est une femme, s'est faite, elle aussi, vraiment embêtée. On lui a dit, t'aurais jamais dû rester après minuit. Enfin bon, ce genre de commentaires, quoi. OK. Donc ça, j'ai connu dans le passé. Oui, puis en plus, là, ça touche à l'intégrité physique. Parce qu'en fait, il y a le sexisme qui est absolument désagréable et abject, parce que du coup, ça oblige à en faire 2 fois plus. Mais là, on touche à l'intégrité physique, à la limite des choses pénales. Enfin, on est vraiment pas sur le même sujet. Oui, là, on est vraiment sur l'extrême, l'extrême inverse. Du coup, pour revenir sur Octopus, où on n'a pas de sujet comme ça, il y a les valeurs, les événements qu'on fait, les messages qu'on répète, il y a les formations. Tout le monde est formé, par exemple, aux violences sexistes et sexuelles. Et c'est une formation qui est faite par un cabinet externe, donc qui est spécialisé là-dedans. Je pense que ça, c'est important aussi d'avoir ce côté un peu plus formel. Et après, on a plusieurs systèmes d'alerte pour que les gens puissent nous remonter s'il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer. Et dans ce cas-là, si on voit qu'il y a un vrai sujet, on va lancer une enquête externe. Donc, c'est fait par un cabinet externe qui va interviewer les différentes personnes concernées ou témoins des événements pour nous faire un rapport et qu'on puisse prendre les actions. Donc, vous prenez un cabinet externe ? Oui. Non, mais c'est bien parce que je vois de plus en plus d'entreprises qui le font pas faire par leur RH. Du coup, je trouve que c'est un peu compliqué. Oui, vous voyez pas la tête, mais c'est un peu genre OK. non, mais parce que oui, et du coup, je trouve qu'il y a un parti pris quand même important. Donc, le faire par l'externe, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a ce sentiment, du coup, je pousse le trait de des gens disent on ne peut plus rien dire. Alors, je sais pas, on ne peut plus rien dire, mais du coup, ce sentiment de plus pouvoir dire les choses ou de devoir faire extrêmement attention à comment on parle. Parce que c'est ça aussi, si on pousse vraiment le trait au bout d'un... On a pu avoir ça un peu parfois. C'est un peu des cycles. On forme aussi tout le monde, par exemple, à la communication non violente. OK. Et il y a un moment où il y a eu un amalgame qui a été fait entre communication non violente et j'évite tout conflit. Alors que la communication non violente, c'est exactement l'inverse. C'est aller parler du conflit, mais d'une manière respectueuse et bienveillante, pour justement le dénouer, plutôt que de s'écharper ou de l'éviter complètement. Et ça, c'est des rappels qu'on a du coup dû faire en voyant certaines dérives, en disant non, mais il faut surtout pas éviter les conflits parce qu'il y a rien de pire. Parce que ça met une mauvaise ambiance, les gens osent plus rien dire, etc. Il faut aller en parler, mais en parler d'une manière bienveillante, en parler d'une manière constructive. Et ça, forcément, ce genre de petites dérives, on peut le voir de temps en temps. Mais je pense qu'au contraire, en ayant mis beaucoup de place au débat, les gens sont assez ouverts. Tout le monde sait qu'il doit être déconstruit. Je suis d'accord avec vous. Vous le disiez tout à l'heure qu'on est tous racistes, on est tous sexistes, on est tous discriminants. Et donc, c'est important de savoir ça, déjà. Puis après, de se dire, tiens, comment est-ce que je me déconstruis et de débattre là-dessus. Après, moi, je suis assez à l'aise avec le fait qu'il y ait des choses qui, juste, on n'a pas le droit de le dire. Il y a un moment, quand les propos sont racistes, sexistes, etc., non, on n'a pas le droit de les dire. Et je suis assez à l'aise avec ça. Non, mais je parle de ça, mais je vous donne un exemple. Par exemple, j'avais une invitée qui, en ce moment, note les remarques sexistes qu'elle voit. Elle veut en faire un livre, elle note juste. Et dans les remarques, il y a des choses qui sont
je vais mettre anodine, mais je mets des guillemets, vous le voyez pas. Mais par exemple, c'est salut les filles quand un homme rentre dans une salle de réunion de femmes, qui en soi ne peut pas être perçu comme quelque chose de mal, mais on n'imagine même pas nous rentrer dire salut les garçons. On pensera à Hélène et les garçons direct d'ailleurs. Ouais. Mais donc voilà, et donc du coup c'est une remarque sexiste en tant que telle parce que ça minimise notre présence. Enfin, on n'est pas des filles quoi entre guillemets. Donc voilà, donc c'est anodin et pourtant c'est sexiste. Et du coup voilà, c'est ces choses-là où on se pose la question de est-ce qu'on peut plus rien dire. Effectivement, on peut plus rien dire et tant mieux quand c'est des choses comme ça. Ce que nous on a mis en place, c'est un feedback direct. Donc, si on entend ce genre de choses, et d'ailleurs, on l'entend pas chez nous, donc je pense que c'est aussi parce qu'on a mis ce genre de choses en place, mais c'est pas devant tout le monde, hein, on va pas afficher les gens, c'est pas le principe, mais d'aller voir les gens après et de leur dire, en fait, cette remarque-là, tu l'as pas fait exprès, c'est pas grave, mais pour telle et telle raison, salut les filles, parce que tu vois bien, ça marche pas, quoi. Du coup, comme on est dans une entreprise bienveillante et qu'on a appris par la communication non violente à exprimer les choses aux gens d'une manière claire, mais aussi bienveillante, la personne en général l'entend et va changer de comportement la fois d'après. Donc ça marche plutôt bien. Après, on a eu ce sujet sur les blagues, par exemple. Bah oui. À quel point est-ce qu'une blague, c'était juste une blague, etc. Mais j'ai l'impression que comme on essaye tous de bien faire aussi, ça s'entend et qu'on entend aussi que si quelqu'un a été blessé, la blague, elle était mauvaise, quoi. Non, mais si je résume, vous avez mis 3 choses en place qui sont hyper complémentaires et intéressantes, parce que souvent, les entreprises n'en mettent qu'une et du coup, il y a un problème. 1, c'est recrutement, vous avez les valeurs dès l'intro. C'est-à-dire, vous recrutez pas des gens qui n'adhèrent pas avec ces valeurs. Alors, vous avez mis en place une grille, des tests, peu importe, mais en tout cas, voilà. Donc déjà, ça aide. Clairement. 2, vous aviez aussi ouvert le débat sur le sujet, etc. depuis le début. Et surtout, en plus d'ouvrir le débat, vous avez formé les gens. Donc, vous avez fait à la fois l'ouverture du débat et formé les gens. Et le 3, qui est hyper important, qui est souvent oublié, c'est comment on fait un feedback. Parce que la problématique, c'est quand on s'arrête après juste à l'ouverture et on éduque les gens, après les gens disent « Ok, maintenant je fais quoi ?» Oui, je dis plus, je parle plus. Maintenant que je sais tout ça, comment je fais ? Là, vous avez dit « Non, on va continuer à être sexiste et raciste dans la limite de ce qu'on est parce que c'est comme ça. Mais par contre, on va donner l'opportunité aux gens qui le vivent pas très bien de le dire. » Oui, c'est ça. Et c'est de l'idée. Savoir le dire. C'est l'idée. Alors, je dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, et je dis pas que ça marche pour tout type de discrimination, parce que évidemment, je peux pas parler pour ceux que je ne subis pas. Mais en tout cas, en tant que femme, je trouve, de ce que moi je vois, que ça marche plutôt bien. Après, je vois pas tout, et voilà. Mais c'est déjà des bons leviers qu'on arrive à actionner. Ouais. Et du coup, vous vous sentez en confiance, j'imagine. Ouais, moi, je me sens 100% en confiance. Non, mais c'est pas important, hein, parce qu'on parlait de la confiance, il y a plein de choses. C'est la confiance en termes d'agir, enfin, d'être reconnue comme directrice et manager, en termes d'action, puis en termes d'intégrité physique. Hein, je veux dire, on y reste. Hein. Ça reste un problème. Hein. Un truc tout bête, par exemple, c'est qu'on sait que l'alcool n'aide pas. Et par exemple, avant les séminaires d'entreprise, moi, je fais toujours un rappel en réunion d'entreprise sur qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Je pense que vous devez connaître la petite vidéo avec le thé. Qui montre, qu'est-ce qui est du harcèlement, qu'est-ce qui n'en est pas, qu'est-ce qui est un comportement physique acceptable ou pas. Et on sait que dans des grosses soirées, il y aura toute l'entreprise, il pourrait y avoir des comportements qui dépassent les limites. Et donc, on est très clair que c'est pas accepté. On est très clair de la définition légale, la définition générale. Et puis, en général, je pense à la petite vidéo avec le thé pour que ce soit bien clair pour tout le monde, que ça les fasse un peu rire, mais que ça les fasse réfléchir aussi. Oui, je précise parce que dans la définition légale, il n'y a pas le consentement. C'est pour ça, en fait, que vous dites ça. Il y a la définition légale, mais le consentement n'en fait pas partie, d'où le fait qu'en France, c'est encore un peu gris sur ces choses-là. Le terme gris, je l'emprunte aux Américains, je tiens à dire. Du coup, c'est hyper intéressant, mais vous la passez à chaque fois. C'est-à-dire que même s'ils la connaissent, à chaque... on est en énorme croissance. Donc là, c'est en septembre le séminaire. Là, je vais la repasser en septembre. La première fois que j'ai fait, c'était l'année dernière. Parce que les années d'avant, on était tout petits. Et donc, on avait un peu moins cette inquiétude sur ces sujets-là. Peut-être qu'on aurait dû l'avoir à ce moment-là, mais on l'avait moins. Et du coup, l'année dernière, je l'ai passé. Et cette année-ci, je le repasserai parce qu'en fait, 2/3 des gens sont arrivés en un an dans l'année dernière. Donc, et les autres, une fois par an, ça leur fait pas de mal. Oui, c'est pas faux. Puis au moins, vous mettez le cadre direct. C'est-à-dire que s'il y a des dérives, au moins, ça a été expliqué, quoi. C'est clair. Non, mais c'est hyper important. Et ça va, les gens, ça les fait rire, j'imagine, mais ils comprennent le message, quoi. Oui, tous ces messages-là, ça m'arrive quand même. On a une réunion d'entreprise toutes les 2 semaines et ça arrive quand même régulièrement qu'on reparle de sujets comme ça. J'ai jamais eu de retour négatif et on a plein de manières de faire des retours, même anonymes, dans l'entreprise. Parce que les gens comprennent d'où ça vient, comprennent pourquoi on le fait. Et puis, on a recruté quand même les bonnes personnes. Donc, je pense qu'il y a personne qui se dit « Oh non, mais c'est abusé » ou « Non, c'est pas un sujet ». Les gens ont besoin d'être déconstruits, mais ils comprennent bien d'où vient le besoin de remontrer des vidéos comme ça, d'en reparler, etc.
Ça me rappelle, moi, l'époque... Alors, moi, j'ai fait une école de commerce, mais l'époque école de commerce, école d'ingé, qui n'avait pas vraiment ça à notre époque, on avait à peu près le même âge. On parle de début 2000, entre 2000 et 2010, quoi. Où, justement, on n'a pas appris. Enfin, je veux dire, les gens qui, aujourd'hui, travaillent sont des gens qui ont été formés dans des écoles d'ingé, écoles de commerce, où, clairement, la notion de consentement, c'était... un concept. Vous avez levé les sourcils, je précise, mais c'est un concept. Vous, par contre, comment vous avez fait ce chemin? Parce que on prend l'habitude, surtout qu'en plus, en école de commerce, c'est à peu près 40-60, voire 50-50. École d'ingé, on est à 30-70. Quand Nous, on était même à 19-80. Voilà, donc même à 19-80. Comme vous le disiez, quand on a échangé, parfois, vous étiez la seule fille à qui un homme parlait de la journée, en fait. La plupart du temps, je pense. Ouais. Donc voilà, donc il y a quand même un entre-soi, il y a quand même un rapport aussi, nous, en tant que femmes, à s'habituer à ça. Tout à fait. Donc, oui, et je trouve que la société a quand même pas mal évolué depuis que j'étais en école. Enfin, moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. Et mes années d'école, ça reste certaines de mes plus belles années. J'ai une grande partie de mes amis les plus proches actuellement que j'ai rencontrés en école. Mais c'est vrai, quand je repense à l'ambiance générale et à certains comportements, de nos jours, ils me feraient réagir tout de suite. Et à l'époque, ils me faisaient pas réagir parce que c'était, entre guillemets, normal. Et du coup, ça me fait me poser plein de questions sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai vu, sur ce qui était acceptable. Alors qu'avec mon regard d'aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Alors pourquoi est-ce que j'ai évolué depuis ? Je pense aussi que c'est l'expérience et de voir les millions de fois où j'ai vécu des choses sexistes, parfois en me disant, quasiment chaque fois, en me disant que c'était normal, quoi. En me disant que c'était comme ça. C'est-à-dire toutes les petites remarques, typiquement le salut les filles, ou même, enfin moi j'ai eu une entreprise où la stagiaire, on était dans des bureaux par deux, et ma stagiaire était dans le bureau avec un homme. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, elle voulait pas mettre de jupe parce qu'elle se faisait trop emmerder par l'homme qui était dans le bureau avec elle. Et non, même à ce moment-là, on disait que c'était pas normal, mais on n'a pas fait grand-chose non plus, quoi. Vous avez rien fait du coup? Elle a continué à porter des pantalons? On lui a dit à l'homme, il a réagi en disant que non, on en faisait une histoire, et puis voilà, ça s'est arrêté là, quoi. Et donc oui, elle a continué à porter les pantalons. Et ça, c'est un peu triste. Et de nos jours, je pense qu'on réagirait... clairement, chez Octopus, ce serait complètement inacceptable. Mais même dans d'autres entreprises, j'espère qu'on réagirait plus fort. Mais c'est pas encore partout comme ça, parce que j'ai quand même vu récemment des expériences, même chez mes amis, etc., qui restent dans ce style-là, quoi. Ouais, on y reste encore. Après, là où ça a changé, moi, je trouve, mais vous allez voir si ça vous parle, c'est qu'on me parlait de la stagiaire. Moi, je pense aux consultantes que j'ai pu accompagner. Moi, malheureusement, il y a un moment, on leur a appris des choses aussi, enfin, des choses que nous, on a appris pour se défendre. On leur a appris plutôt que de faire changer la société. Alors, moi, ça m'a mis mal au cœur parfois, mais en même temps, on n'avait pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus la possibilité de dire les choses qu'il y a 10 ans, même il y a 5 ans, en fait. C'est clair que moi, déjà en école, je sais que quand j'étais en 2e année d'école, j'ai accordé beaucoup de temps et d'importance aux femmes qui étaient en première année, parce que je savais, ayant vécu la première année, et même si ça reste vraiment une des meilleures années de ma vie, tout ce que j'avais pu subir quand même, qui allait pas dans le bon sens et qui était sexiste, qui était au-dessus de ce qui est acceptable. Et donc, j'avais ce côté où je voulais les protéger. Mais effectivement, en leur donnant les bons outils, en leur apprenant les, entre guillemets, bons comportements pour se protéger elles-mêmes. Mais j'avais pas du tout le réflexe à l'époque de me dire, en fait, c'est pas elles qui doivent changer, c'est l'école. Et je pense que si ça m'arrivait aujourd'hui, mais évidemment, je suis plus âgée aussi, donc c'est facile à dire, j'aurais plutôt ce réflexe-là de me dire, attendez, il faut qu'on change quelque chose dans l'école, donc on va monter une association, on va parler de ces sujets-là, on va mettre des affiches, on va faire des débats, etc. Et je suis sûre que maintenant, de nos jours, dans ces écoles-là, c'est fait d'ailleurs. Enfin, j'espère. Mais à l'époque, c'était pas encore la culture, effectivement. Ça, puis il y a plus de femmes aujourd'hui dans les écoles. Un peu plus. J'espère. 30%, je crois. On n'est pas beaucoup plus, mais c'est déjà ça. 10 de plus. Oui, il y a vraiment cette notion de protection entre femmes. D'ailleurs, j'avais appris que le mot commérage vient de commère, en fait, parler entre mères pour prévenir, pour protéger les filles et les mères, en fait. À la base, ça vient de ça. Ça a été évidemment pris et comme des choses de bonnes femmes, mais en vrai, c'était pour se protéger entre femmes qu'on se disait les choses, quoi. Même chez Octopus, où je trouve que les bonnes choses sont mises en place, où il y a vraiment un environnement vraiment super, dans notre logiciel de messagerie, on a quand même un channel qui est fermé, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas rentrer dedans, qui est pour les femmes. Mais qui sert beaucoup à demander des Doliprane pendant les règles, mais c'est déjà super, parce qu'en tant qu'entreprise, on n'a pas le droit de fournir des médicaments aux gens, donc on est obligé de les fournir entre nous, mais aussi pour plein d'autres sujets, et je trouve ça chouette aussi d'avoir un espace de liberté. Pareil, on a un channel queer qui est fermé et qui n'est accessible qu'aux personnes se définissant comme queer, parce qu'ils nous disent, nous, on a besoin de cet espace de liberté où on n'est qu'entre nous, et je le comprends tout à fait, et c'est bien aussi d'avoir ces espaces-là. Et oui, de se protéger entre femmes, de se protéger entre queer, d'avoir cela. Mais du coup, comment ça se passe? Parce que dans le channel fermé femmes, vous êtes dedans, j'imagine. Oui. Dans le channel fermé queer, il n'y a pas la direction? Si? Non.
Il y a personne du COMEX, non. Parce que là, du coup, l'avantage, c'est que celui entre femmes, vous êtes directement au courant. Et en plus, du coup, il a un certain poids. Mais ce qui donne aussi de l'importance à avoir des femmes dirigeantes, ou en tout cas co-dirigeantes, parce que là, il y a les deux. Queer, du coup, il peut se passer des choses. Vous pouvez pas les faire remonter. C'est pas une question de surveiller, c'est que du coup... Non, on doit espérer qu'ils et elles le feront d'eux-mêmes. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a plusieurs moyens de remonter les choses. On a une boîte anonyme où les gens peuvent nous dire ce qu'ils veulent et on le lira. Donc déjà, c'est un bon moyen. On a des référents, de toute façon c'est obligatoire, mais on a de toute façon des référents harcèlement à qui on peut aller parler et qui, eux, viennent nous parler. Et donc, ça peut conserver l'anonymat s'il faut. Ou même sans conserver l'anonymat, les gens sont peut-être plus à l'aise d'aller parler aux référents qu'à nous directement. Si on a un sujet, on a des enquêtes en place, on a des questionnaires, il faut qu'on en refasse un. D'ailleurs, on a des questionnaires réguliers sur l'égalité des genres et qui nous permettent aussi de remonter certaines alertes. Après, on a beaucoup de voix officieuses. Il y a des gens que je sais qui sont à l'aise pour me parler et je sais qu'eux-mêmes se définissent comme queer. Donc, s'ils voient un sujet, ils vont venir m'en parler tout en respectant la confidentialité, l'anonymat, etc. Et donc, ça me rassure un peu de savoir que j'ai aussi ces moyens officieux de savoir s'il y a quelque chose où il faut qu'on réagisse, qu'on sera au courant, quoi. Alors, ma question va vous paraître un peu bête, j'imagine, vu de tout ce que vous m'avez dit, mais c'est pas grave. Alors, c'est plus des entreprises américaines en général, ou aussi des entreprises anglaises, du coup, aujourd'hui, même si c'est géré en France, qui mettent en place, du coup, parce qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de stats que nous, et ils mettent en place des choses contre la discrimination, ou la discrimination positive beaucoup plus forte. Et par exemple, moi, je connais une entreprise où les gens osent plus dire qu'ils sont gays parce qu'ils ont peur d'être promus à cause de ça. C'est un peu bête, mais du coup, on est vraiment dans un système où, pareil, les femmes seraient promues à cause de ça. Vous êtes très ouvert, j'imagine que vous avez un système de recrutement et d'évolution qui essaie d'être le plus neutre possible. Mais comment est-ce que vous gérez ça finalement ? De pas prendre le contre-pied ? Alors en recrutement, on y fait attention. On essaye d'avoir parce que traditionnellement, il y a des équipes où il y a que des femmes et des équipes où il y a que des hommes. Et ça, c'est quelque chose où je sais que les équipes recrutement, elles font attention à essayer quand même d'aller voir. Typiquement en tech, maintenant je crois qu'on a 40% de femmes, donc vraiment dans l'IT, développeurs et développeuses pures. Et ce qui est incroyable, c'est pas du tout les stats en école, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est chouette. Et dans le recrutement, il y a quand même vraiment un peu de discrimination positive, au moins sur homme-femme. Sur le reste, c'est moins facile et heureusement de le faire. Oui, heureusement, oui. C'est clair. Mais on n'a pas de process là-dessus, on n'a pas de choses officiellement mises en place. Parce que j'espère qu'avec tout le reste de ce qu'on met en place, on est dans une ambiance où le genre... la sexualité, les différentes choses auxquelles on peut s'identifier en tant que personne, ne rentrent pas en compte. Et je sais que chez Octopus, dans le groupe en général, il y a un message qu'on fait passer qui est très important toujours, qui est « on veut que vous puissiez venir au travail exactement comme vous êtes ». Et après, c'est à nous de mettre évidemment des limites entre le pro et le perso, mais il ne faut pas avoir à cacher qu'on a telle ou telle identité sexuelle ou tel genre. Et ça, c'est une fois qu'on a ça et qu'on se dit « ça, c'est complètement OK », je me dis le reste devrait couler de source. Mais avec la croissance, est-ce que ça va continuer ? Je ne sais pas et il faudra qu'on arrive à voir si on met les bonnes choses en place. Moi aussi, ce qui me rassure personnellement, c'est que je sais que la direction, les fondateurs et moi et le COMEX en général, c'est des sujets qui sont hyper importants pour nous. Et que donc, en fait, aussi quand ça vient du haut, entre guillemets, de la hiérarchie, ça aide quand même beaucoup. Parce que... on n'acceptera jamais de voir qu'il y a de la discrimination dans les promotions, dans ce genre de choses. Mais du coup, dans les deux sens, on fait ni dans les promotions, on va pas regarder ni au positif ni au négatif, parce qu'on peut espérer que les gens sont considérés comme des professionnels et puis c'est tout. Après, par exemple, sur homme-femme, on va quand même regarder sur les salaires, des choses comme ça on va vérifier avec des stats quand même, pour être sûr. Oui, sur l'égalité salariale. Ouais, vous avez des grilles salariales peut-être ? On n'a pas de grille, mais on va vérifier sur les statistiques quand on n'a pas des écarts qui ne sont pas expliqués, etc. Oui, parce qu'il y a quand même une chose qui reste. Les hommes demandent beaucoup plus facilement les augmentations que les femmes. Donc, au bout, même si vous avez égalisé au recrutement, au bout de 2-3 ans, ça peut vite se voir, en fait. C'est clair. Il faut faire hyper attention là-dessus. Oui, on pense souvent sur les inégalités salariales que ça vient des employeurs qui cherchent à payer moins les femmes, de genre un peu peut-être, mais il y a aussi forcément les femmes qui ont appris depuis la plus tendre enfance qu'il fallait pas les demander, quoi. Alors que les hommes, on leur a appris exactement le contraire, donc la différence à la fin devient énorme. Et c'est sur le salaire, mais sur plein d'autres choses. En fait, on apprend aux femmes à pas dépasser, à valoriser le travail des autres, on apprend aux hommes à valoriser leur propre travail. Et donc, il y a plein de petites choses comme ça, parce que ça peut être, effectivement, sur une promotion, on va promouvoir un homme parce qu'il s'est valorisé, il a oublié de dire qu'il avait travaillé avec 3 collègues, et pas la femme qui, elle, a dit « Regardez ce qu'ont fait mes 3 collègues, hyper cool », mais pas que c'est elle qui a fait 80% du travail. Donc, c'est vrai que c'est plein de petites choses, il faut le savoir, il faut être formé déjà, je pense, pour
reconnaître et arriver à détecter ça, et aussi apprendre aussi aux femmes là où elles se desservent quand même. Mais effectivement, sur les salaires, il y a un moment, là, c'est le plus simple, c'est de faire des statistiques quand même. Et de vérifier et de garder ça en live, en continu, pour être sûr qu'il n'y ait pas un écart qui se creuse simplement parce que les femmes ne demandent pas, quoi. Et du coup, c'est quoi? C'est que vous arrêtez aux hommes de leur donner leurs augmentations ou vous augmentez les femmes pour qu'ils aient le même? Enfin, à un moment, il faut faire des choix, en fait. Tout à fait. Avant, on avait un comité de rémunération une fois par an. Donc là, on faisait carrément du rattrapage quand on voyait qu'il y avait un écart. Maintenant, on n'a plus ça. On a des augmentations au fil de l'eau. Donc, on peut demander n'importe quand d'être augmenté, et puis on étudie la chose et on voit si on le fait, quoi. En sachant que tout le monde a l'inflation une fois par an automatiquement. Mais en plus de ça, s'il y a des augmentations, soit la personne peut demander à son manager, soit le manager peut demander directement sans même en avoir parlé à la personne. Tiens, je pense que telle personne doit être augmentée. Et du coup, c'est fait. Mais du coup, il y a un vrai problème des managers qui vont plus demander que d'autres, qui vont plus défendre leur équipe que d'autres, et puis des individus qui vont plus demander que d'autres. Et souvent, effectivement, les hommes demandent plus que les femmes. Donc là, ouais, c'est vraiment se dire... quand je regarde les statistiques, est-ce que ça va? Les hommes qu'on a augmentés, a priori, c'est qu'ils le méritaient, puisque le process est comme ça. Donc, si des femmes sont à la traîne, c'est qu'elles le méritaient aussi et qu'on les a pas augmentées. Donc oui, on va rattraper. Non, mais c'est important parce que oui, souvent, c'est pas tant à l'embauche, la problématique, c'est sur le long terme, en fait. Exactement. Parce qu'à l'embauche, souvent, de plus en plus, il y a des grilles ou une cohérence où on prend les salaires en interne. Oui. Alors, je pense qu'il y a des entreprises, comme vous dites, qui le font sciemment, mais je pense que c'est quand même de moins en moins parce que c'est quand même de plus en plus vérifié. Mais c'est vrai que si on ne le check pas au fil de l'eau, ça marche pas. Ouais, dans une entreprise comme nous, qui est en hyper croissance, c'est pas évident parce que ça devient beaucoup de données, quoi. Donc effectivement, c'est pas évident, mais c'est important. Je vais venir vers mes dernières questions, du coup, dont on a un peu répondu parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Mais qu'est-ce qui fait qu'un environnement vous donne confiance, en fait, à prendre un poste de direction? Je pense que moi, je suis du genre à me dire si je le mérite, je le prends. Et donc, même si je suis dans un environnement pas en confiance, je vais le faire. Mais il faut un environnement de bienveillance. Et bienveillance, c'est un mot qui est beaucoup utilisé. Trop, parce que souvent par des gens qui ne le sont pas. Mais ça reste un mot important, en fait. Un endroit où on sent qu'on est libre de donner son opinion. On sent que les gens essayent de se pousser vers le haut les uns les autres et pas de se tirer vers le bas. De pas se planter des couteaux dans le dos, mais d'être gentils les uns avec les autres. Enfin, c'est un peu bête le mot gentil, mais il est hyper important aussi. Et je pense que quand on est dans une entreprise où on arrive à enlever au maximum tous ces problèmes d'ego, d'arrogance, qu'on essaye de revenir à comment est-ce qu'on satisfait notre client, comment est-ce qu'on améliore la société, et du coup, comment est-ce que j'améliore les relations que j'ai avec mes collègues, comment est-ce que je leur permets d'être dans un environnement qui est le mieux possible pour qu'ils puissent travailler tranquillement, en fait. C'est très bête, mais c'est ça. Et qu'ils aient les avantages sociaux qu'on peut leur donner pour qu'ils soient le plus heureux possible. Parce que plus on a des employés heureux, mieux ils travailleront aussi. Et plus ils ont envie de venir le matin, il et elle. Et ça, c'est hyper important. Et donc, c'est 1 million de petites choses mises en place. Mais je pense qu'en fait, s'il y a une réponse à votre question, c'est un environnement où les valeurs affichées sont les vraies valeurs. Et je pense que c'est très rare. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, moi c'est ce que mon père m'a appris, je pense qu'il avait très raison, il a dit « Fais attention aux valeurs qui sont affichées par l'entreprise parce que c'est en général ce qu'elle n'a pas. Elle les affiche parce que c'est ce qu'elle aimerait bien avoir et donc elle les affiche en se disant peut-être avec un peu d'espoir, si je les mets sur un site internet ou sur un flyer quelque part, les gens vont se dire tiens en fait ça c'est nos valeurs, il faudrait peut-être que je commence à y adhérer. » Évidemment ça marche pas du tout. Si on fait que ça marche pas du tout. Chez Octopus, nos valeurs c'est vraiment ce qui intrinsèquement est hyper important pour nous, c'est ce qu'on pense avoir déjà et c'est ce qu'on veut garder. Et en fait, si on est dans un environnement où les valeurs affichées sont les vraies valeurs, et qu'on les connaît d'ailleurs avant de rejoindre cet environnement, dans ce cas-là, on peut être en confiance. Et qu'est-ce qui fait qu'on voit que c'est des vraies valeurs, du coup? Alors, en recrutement, je pense qu'il y a toujours des petites questions qu'on peut poser, des petits tests. Je pense que ça vaut le coup de se poser la question. Moi, c'est une question que je pose aux candidats, c'est qu'est-ce qui est important pour toi dans les valeurs de l'entreprise? Souvent, ils n'arrivent pas à me répondre d'ailleurs, parce que c'est un peu traite comme question. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Qu'est-ce qui te décevrait si tu arrivais chez Octopus et que là, tu te rendais compte que c'était pas ce que tu attendais? Qu'est-ce qui te décevrait vraiment? Ça, c'est mes questions à moi pour voir un peu quelles sont les valeurs des candidats, mais je pense qu'un ou une candidate, avant de postuler dans des entreprises, doit se poser la question, quelles sont mes valeurs à moi? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui fera que le matin, je vais me lever, je vais déprimer, je vais pas avoir envie d'aller au boulot. Le dimanche soir, je vais tout déprimer devant ma télé, me dire, oh là, demain, je retourne au travail. Et qu'est-ce qui va faire que ça va créer cette réaction-là chez moi? Et au contraire, qu'est-ce qui va faire m'a donné envie de me lever, me donner envie d'y aller, etc. Et plus qu'une réponse d'un recruteur, parce que là, on fait toujours des réponses un peu aussi qui se mettent en valeur, mais quelles sont les vraies réponses pour moi quand je vais postuler dans une entreprise? Et quelles sont les questions que je peux poser à l'entreprise pour tester ça un peu?
Après, faire comme vous et mettre sur la table que vous voulez avoir un enfant dans quelques mois, c'est sûr que là, vous êtes sûr au moins, quoi. C'est ça, c'est une manière de le faire. Bah après, il faut avoir envie d'enfant, mais dans l'absolu, faut être on sûr, peut tester sans le faire. Parce qu'après, on va pas vérifier que vous faites vraiment des enfants. Donc, vous pouvez toujours poser la question, même si vous voulez pas d'enfants. Ça peut devenir gênant. Ça peut à un moment. Mais tiens, il est où ton... Non, mais les gens posent pas ce genre de questions. Parce que nous, d'ailleurs, on a galéré à avoir des enfants et donc on les a pas eu tout de suite. Et les gens n'ont pas demandé. Donc, ça peut être une question. Mais il peut y avoir des questions peut-être un peu moins franches et directes, mais qui permettent quand même de tester quelles sont les valeurs de l'entreprise, au moins en recrutement. Et après, évidemment, c'est en vivant dans l'entreprise et en se refaisant cette checklist, ce sanity check, particulièrement au début, mais peut-être aussi après dans sa vie dans l'entreprise. Ce que je vis dans l'entreprise est toujours conforme avec mes valeurs. Si on a fait cette liste avant d'y arriver, c'est plus simple de se poser cette question. Et moi, dans mon expérience personnelle et dans l'expérience des gens que j'ai vus, que j'ai pu coacher aussi, etc., le moment où un travail, un poste devient vraiment difficile, c'est en fait parce qu'il y a une dissociation entre ses valeurs personnelles et les valeurs du poste, de l'entreprise, etc. Et souvent, on s'en rend même pas compte, c'est assez inconscient. Continuer à se poser cette question-là, je pense que c'est important. Et puis c'est comme ça qu'on finit en burn-out souvent. Oui, en plus, oui, tout à fait. Très bien, vous avez juste dit, quand j'ai un poste, quand je le mérite, je prends le poste. Mais qu'est-ce qui fait que vous le méritez du coup ? Parce que comme vous dites qu'au début, vous faites semblant d'avoir confiance. Il y a les critères objectifs et les critères subjectifs. Donc, en plus, moi, j'aime vraiment pas l'arrogance. Donc, je pense qu'il faut, sur le subjectif, forcément, quand on va arriver sur un nouveau poste, on va se poser, pas tout le monde, mais moi, en tout cas, ma personnalité, ça va être de se poser la question de est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je suis utile ? Est-ce que j'ai de l'impact ? Est-ce que vraiment les gens ont besoin de moi là ? Donc, et ça, c'est là où je dis il faut faire un peu semblant au début parce que ça va arriver, ça va venir, on va se rendre utile. En fait, on est rarement utile au jour 1 d'un poste, enfin, normalement. Mais ça va venir. Par contre, c'est sur les critères objectifs. Pourquoi est-ce que je t'ai recruté à ce poste-là ? Parce que j'ai des expériences similaires, parce qu'en management, on m'a dit tel et tel feedback, que ça, c'est les choses que je faisais bien, les choses que je ne faisais pas bien. Donc, ce poste de management-là, je pense que je devrais pouvoir y arriver. J'ai l'expérience, j'ai l'expertise, c'est en phase avec mes valeurs. Et donc, se dire, sur les critères objectifs, je suis au bon endroit. Donc, il ne faut pas que je m'interdise des postes, il ne faut pas que je m'interdise le management juste parce que je serai la seule femme. Ça m'est arrivé chez Siemens Allemagne, qui est en Bavière, et donc avec des critères assez différents de ce qu'on peut voir ici. Dans le séminaire des 300 tops de la division, on était 7 femmes. Et c'est pas beaucoup. Oui, non, c'est pas beaucoup. Et du coup, en fait, moi, je m'habillais comme un homme. Parce qu'au moins, comme ça, j'avais l'impression de m'intégrer quand même un peu, quoi. Mais il faut essayer. Enfin, moi, ma personnalité, c'est de me dire, il faut pas que ça me fasse peur. Et tant pis, j'y vais quand même. Mais après, il faut aussi être indulgente avec soi-même. C'est ce que je disais. Et si ça fait peur, on n'y va pas. Hein. Vous avez raison. Du coup, dernière question. Qu'est-ce que vous souhaitez voir changer dans la société et les organisations pour plus d'égalité ? Je vais aller sur un truc très concret. Allez-y, ça me va très bien. Moi, c'est les congés de parentalité. Alors, toutes les femmes et tous les hommes et tous les genres ne veulent pas nécessairement avoir des enfants. Et c'est très bien. Chacun devrait n'avoir des enfants que s'il en a envie, s'il ou elle en a envie. Et par contre, j'espère pour tous ceux qui en ont envie qu'ils en auront. Mais la discrimination se creuse quand même pas mal à ce moment-là. Et donc, pour moi, sur la parentalité, il faudrait que le congé deuxième parent soit obligatoirement de la même durée que le congé premier parent. Ou maman accouchante, parce que premier parent, c'est bizarre. Donc, il faudrait que le congé deuxième parent soit la même durée et les mêmes modalités que le congé de la maman accouchante. Et pas même ce qu'on voit dans certains pays nordiques et qu'on dit que c'est bien, qui est ils peuvent se répartir comme ils veulent, etc. Moi, j'ai vu en Bavière, on pouvait répartir le congé comme on voulait. Et la femme, elle prenait 11 mois et le deuxième parent, qui était souvent un homme, prenait 1 mois d'arrêt, grand max. Pour moi, au moment où la femme, la maman allaitante doit partir en congé maternité, il faudrait qu'au même moment, le deuxième parent parte en congé, que les congés durent de la même durée, que les modalités soient les mêmes. Ça enlèverait déjà pas mal de discrimination à ce niveau-là. Ça aiderait aussi la maman accouchante à peut-être mieux récupérer, à se sentir mieux. Au bébé, d'avoir ses 2 parents dès les premiers jours, les premières heures de sa vie. Et donc, déjà, très très jeune, d'intégrer un modèle où c'est normal que les 2 parents soient à la maison, soient en train de s'occuper de lui ou d'elle. Et aussi pour le deuxième parent, d'intégrer le fait que il ou elle connaît son enfant et que donc il ou elle sait s'en occuper et donc ne doit pas rejeter tout le temps la charge mentale sur la maman accouchante. Donc pour moi, à ce moment-là de la vie, il y a quand même vraiment un vrai sujet. Et donc si je devais aller que sur une mesure concrète, il y en a 1000 des mesures, mais ce serait légalement, obligatoirement, d'avoir un congé deuxième parent qui est le même que celui de la maman accouchante. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé cette interview, partagez-le autour de vous. Dites-le nous aussi en commentaire, sur les plateformes ou sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, pensez aux étoiles pour toujours nous donner plus de visibilité. Merci beaucoup et à bientôt.